tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, du tonnerre. Et vous êtes loin d'imaginer la joie que j'ai à faire cette vidéo. Game of Thrones est une de mes séries préférées, pour ne pas dire ma série préférée. Du coup, il y aura certainement pas mal de vidéos qui vont y faire référence, même si la série est déjà terminée. Il s'agira donc de rétrospectives pour la plupart du temps, sur des thèmes bien particuliers, que ce soit sur le leadership, et il y a beaucoup à dire sur ça par rapport à Game of Thrones, ou sur la psychologie des personnages. Sur cette vidéo, par exemple, on va se pencher sur les personnages les plus manipulateurs de la série. Alors, selon votre interprétation du terme manipulateur, il se peut que vous ayez une compréhension non alignée avec ce classement. Je vais donc détailler sur ce que j'entends par là. C'est simple, dans Game of Thrones, il y a beaucoup de personnages et la plupart parmi ces personnages ont une quête de pouvoir. Ils veulent soit s'asseoir sur le trône, soit décider de qui va s'asseoir dessus, ou alors ils veulent s'élever à un rang plus élevé dans la hiérarchie ou consolider le rang actuel. On peut voir cela comme le Game of Thrones, un jeu impitoyable dans lequel il faut savoir se servir de sa ruse et de ses atouts pour atteindre ses objectifs. Sans se faire tuer, ou décapiter, ou empoisonner, ou brûler, poignarder, égorger, exploser, défenestrer, bouffer par un clébard. Ah, je l'adore celle-là. Hashtag je suis pas un psychopathe. Bon, on va pas tous les faire, sinon cette vidéo sera interminable. Ce qu'il faut en retenir, comme Cersei Lannister le résume mieux que quiconque, When you play the Game of Thrones, you win or you die. c'est aussi simple que ça. C'est un jeu rempli de pièges et hélas, bon nombre de joueurs y sont tombés. Ici, je fais un classement des plus grands joueurs ou manipulateurs de la série Game of Thrones. Ils savent toujours parvenir à leur fin et n'hésitent jamais à employer les grands moyens. Avant de commencer, je vais vous briefer sur la manière dont ce classement a été établi en toute transparence. Déjà, je vous fais savoir que même si cette vidéo n'est publiée que... je sais pas quand elle sera publiée en fait. Regardez juste en bas et vous verrez. Il y a certainement de grandes chances que ce soit en 2021. En tout cas, elle a cependant été écrite en 2018, avant la sortie de la 8e et dernière saison. Oui, je sais, je suis un peu lent des fois. Je n'ai pas pris la peine de mettre à jour l'écriture au regard de la saison 8, en tout cas pas totalement. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais la flemme, faut dire les choses comme elles sont, mais aussi parce que je n'en voyais surtout pas l'intérêt. Ça ne bouscule pas trop le classement en soi, mais aussi la saison 8 est tellement mauvaise en ce qui concerne le développement de certains personnages de ce classement que j'en viens même à préférer ignorer son existence. Oui, à ce point. Donc, vous avez vu la saison 8, effacez-la de vos mémoires le temps de cette vidéo. Merci à vous. Bref, pour en revenir à comment ce classement a été établi, si vous connaissez les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, sachez que je me suis beaucoup basé dessus pour ne pas dire totalement. Ces lois inspireront pas mal de vidéos de cette chaîne, notamment tout ce qui a trait au pouvoir. D'ailleurs, j'ai commencé une série dédiée dessus. Si vous n'avez pas encore vu ça, je vous mettrai le lien en barre de description. Pour chaque personnage, j'évalue à quelle mesure ils appliquent ou violent ces lois. Cela donne une vision globale sur le jeu de manipulation et l'efficacité de celle-ci. On pourra ainsi voir les points forts et erreurs qui ont été commises. Alerte spoiler, cette vidéo couvre tous les événements qui se sont déroulés de la première à la 7e saison. Si vous n'êtes pas à jour sur la série, ne regardez pas cette vidéo. Pour les autres, on va démarrer tout de suite. Hicks up. Power is power. Alors, en 7e position de ce classement, nous retrouvons Cersei Lannister. En vrai, je parle comme tous les gens qui font des tops, mais bref. Cersei, notre bonne vieille chère Cersei, c'est une femme redoutable. Femme ou mère de roi, elle a toujours eu une grande influence sur les héritiers du trône. Elle finit même par devenir reine elle-même à la fin de la saison 6. Ce qui la particularise, c'est cette froideur, ce machiavélisme, cet ego surdimensionné. Elle n'éprouve aucun sentiment de culpabilité. Elle est capable des pires horreurs. Une vraie sociopathe. Une chose qui la rend surpuissante, c'est qu'elle prend toujours le soin d'écraser totalement ses ennemis. Elle ne laisse rien derrière. Femme du roi Robert Baratheon au début de la série, elle précipitera sa mort pour que son fils Geoffrey, qui en réalité est un bâtard, prenne la succession. Elle déclenche ainsi la guerre des 5 rois. De son vivant, Robert était quelqu'un d'assez généreux
envers les femmes. Il offrait sa semence de gauche à droite dans le royaume. Cersei ordonna de tuer tous les bâtards qu'il a conçus pour les écarter de la succession. Même les nourrissons ne sont pas épargnés. Elle éliminera ses ennemis, les Tyrell et la foi militante, en faisant exploser le septuaire dans lequel il se trouvait. Oui, elle est cruelle, mais il ne faut pas la chercher. Son plus grand défaut, c'est qu'elle a une personnalité exécrable. Elle ne fait rien pour l'améliorer ou la camoufler. Quand on finit par se faire lyncher sur la voie publique en nudité totale, difficile de tomber plus bas. Elle assume toujours son caractère de salope inflexible aux yeux de tous, et ses péchés d'inceste et de crime ne sont un secret pour personne. Aussi, elle s'éternise dans de petites batailles d'ego sans intérêt. Jalouse envers Marguerite Tyrell, qui est la nouvelle reine, elle laisse la foi militante exercer le régime dans le royaume. Loras Tyrell, accusée d'homosexualité, est arrêtée de même que Marguerite qui a menti pour le couvrir. Seulement, cela va se retourner contre Cersei. Elle se fait attraper, emprisonner et malmener pour ses péchés qui sont connus de tous. Elle commence à ressentir pour la première fois les erreurs de son jeu de manipulation. Certes, elle obtiendra sa vengeance, mais elle a vécu des choses épouvantables. Sa mauvaise réputation fait aussi d'elle une cible dans le monde de Game of Thrones. Elle a beaucoup d'ennemis et son nom n'est pas rare dans les kill lists. Son dernier acte de manipulation est de duper ses ennemis en concluant un partenariat qu'elle ne compte pas honorer. Fatigué de ses agissements, Jaime, son frère et amant, décide d'agir contre ses plans et honorer ses engagements. Elle tente de l'arrêter puis menace de le faire exécuter, mais ne peut s'y résoudre à cause de ses sentiments pour lui. Grave erreur. Elle aurait dû l'arrêter par tous les moyens, au pire le retenir prisonnier. En le laissant partir avec des informations compromettantes sur ses vraies intentions, elle prend le risque de perdre son avantage face à l'ennemi. Cersei a commis beaucoup d'erreurs, même si elle est encore en vie, elle récoltera ce qu'elle a semé dans la dernière saison où le pire l'attend. You must do whatever you need to do. You are the king. En sixième position, nous avons Marguerite Tyrell, a.k.a. la bienveillance épineuse. Marguerite est l'équivalence de Cersei si Cersei avait du tact et de la finesse, tout simplement. Elle est aussi issue d'une famille noble et a également la chance d'être femme de roi. Son atout, c'est sa finesse et sa subtilité. Elle est d'une générosité désarmante. On n'arrive pas facilement à comprendre ses objectifs et motivations, et c'est la preuve qu'elle est une excellente joueuse. D'abord épouse de Renly Baratheon, à la mort de ce dernier, elle sera promise au roi Joffrey. Ce dernier était l'un des personnages les plus incontrôlables et sadiques de la série. Elle réussit presque à le dompter, à l'adoucir et à s'attribuer sa sympathie. Sansa, qui était censée épouser Joffrey au départ, n'était qu'un jouet qui se donnait un malin plaisir à tortiller. Quand je dis que Marguerite est une meilleure version de Cersei, j'entends que contrairement à elle, sa réputation est bonne. Homicide et inceste ne figurent pas dans son CV. Elle fera des descentes dans le royaume pour aller à la rencontre du peuple et obtenir leur sympathie. C'est une très bonne attitude de la part d'une reine. Elle attire l'attention et soigne son image de bienfaitrice. Après la mort de Joffrey, elle devient la femme de Tommen, qui est le petit frère de Joffrey. Et son emprise sur lui n'est que bien plus grande. Contrairement à Joffrey, Tommen est un doux agneau sans caractère ni expérience. Vu le très grand charisme de Marguerite et sa grande beauté, il tombe sous son charme instantanément. Même passant de roi en roi, elle donne toujours l'image de la nouvelle reine que celle de la veuve désemparée. Elle ne perd jamais trop longtemps ses maris assassinés, voire pas du tout. Son jeu est tellement subtil que même nous, téléspectateurs, on s'y perd. On comprend finalement lorsqu'elle donne un dessin d'une rose à sa grand-mère Olenna qu'elle n'a toujours servi qu'une seule cause, celle des Tyrell. Le jeu de Marguerite était presque parfait, mais elle a commis une erreur de taille. Elle s'est fait la mauvaise ennemie. Bien qu'elle soit une Cersei améliorée, elle n'aurait pas dû sous-estimer la Cersei de base, qui malgré ses failles reste dangereuse et sans limite. Cersei est une femme diabolique, et mieux vaut ne pas être dans son collimateur. Marguerite s'attire les foudres de Cersei en la provoquant de manière ouverte des fois. Elle est rayonnante, elle est plus appréciée que Cersei dans la cour, le peuple l'adore, et pire, les fils de Cersei sont totalement sous son charme. Elle exerce une forte influence sur eux, ce qui dérange beaucoup Cersei. Elle ne s'attaque pas à Cersei au départ, mais elle essaye de sympathiser avec elle. Cersei, qui apparemment méprise la sororité, rejette ses tendresses avec en bonus des menaces de mort si elle recommence. Marguerite recommencera plus tard, mais cette fois-ci, c'est un tacle qu'elle lui envoie pour se moquer de ses menaces. Cersei commence
à comprendre que Marguerite est loin d'une sainte Nutouche, mais plutôt une manipulatrice qui maîtrise son jeu à la perfection. Elles deviennent de plus en plus rivales et leurs relations se détériorent au fur et à mesure jusqu'à ce que Cersei obtienne finalement le dernier mot en faisant exploser le septuaire où la plupart de ses ennemis se trouvaient, dont Marguerite. For the night is dark and full of terrors. Si vous entendez cette phrase, c'est que la prêtresse rouge, alias Mélisandre, n'est pas très loin. Les personnes sincères se ressemblent tous, mais chaque manipulateur l'est à sa façon. Chaque manipulateur a sa propre stratégie, son propre axe. Pour Mélisandre, c'est la mystique qu'elle crée autour d'elle. Qu'elle accouche d'une ombre tueuse ou qu'elle ressuscite des morts, elle en impressionne plus d'un. À l'université de la manipulation, professeur Mélisandre dispense les cours de création de sectes. Leçon numéro 1. Créer une nouvelle religion. D'abord, elle vous donne quelque chose à croire et lorsque vous serez assez enfumé par ses prêches, elle peut vous faire n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Envoyée auprès de Stannis, elle exerce son influence sur lui jusqu'à le convertir à sa religion. Comment on fait ça? Leçon numéro 2, mettre l'accent sur le spectaculaire. Avec des pouvoirs obscurs et mystérieux, mais extraordinaires, ce n'est pas bien compliqué. Ces pouvoirs sont les meilleures armes de Mélisandre et ce sont des armes très efficaces. Grâce à elles, elle ne fonde pas sa religion que sur la parole, mais également sur une magie noire puissante dont les effets sont redoutables. Cet aspect théâtral, Mélisandre s'en sert plus d'une fois pour renforcer sa mainmise. Rappelez-vous qu'à un moment de la saison 2, Stannis commence à avoir des doutes sur elle et essaie même de l'étrangler. Elle lui montre à l'intérieur d'un feu une vision du futur où il sera roi. Pourtant, depuis leur rencontre, elle n'a cessé de lui dire qu'il est pour elle la réincarnation de Azor Ahai, le guerrier de la lumière qui viendra sauver le monde des ténèbres. Mais cette fois-là, elle l'illustre d'un visuel flamboyant qui ne peut que convaincre. Leçon numéro 3. Ridiculiser les autres croyances. L'unique vrai Dieu est The Lord of Light. Tous les autres dieux ne sont que des fausses idoles. Stannis la laisse donc brûler les statues des 7 dieux en guise d'offrande au Lord of Light. C'est l'un des premiers signes de son influence de plus en plus grandissante. C'est une image très percutante pour inciter l'armée de Stannis à s'incliner devant le nouveau dieu qui leur prédit la victoire. Leçon numéro 4. Désigner l'ennemi. Elle crée un groupe soudé par une même religion, les mêmes croyances, mais surtout le même ennemi. Tous ceux qui n'y conviennent pas sont brûlés au bûcher. Les ennemis de Stannis sont tout simplement ceux qui obstruent son ascension au trône de fer. Ceux-ci sont éliminés un par un. Son propre frère Renly y passera, tué à l'aide de la magie noire de Mélisandre. Elle prendra aussi du sang royal de Gendry par des sangsues qu'elle jettera ensuite dans le feu. Selon elle, ce rituel condamne d'autres rois à la mort, notamment Joffrey, Robb Stark et Balon Greyjoy. Ces personnages sont effectivement morts par la suite et pas de la manière la plus douce qui soit. Est-ce que la magie de Mélisandre a eu une influence là-dessus? La question se pose. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont bel et bien morts. Mélisandre a elle seule réussi l'exploit de changer toute la stratégie et les valeurs d'une armée. Elle nourrit sa mystique, crée des rites, exige des offrandes. Son influence est tellement grande qu'il réussit à imposer à Stannis de faire brûler vive sa propre fille. Ce sacrifice, d'après elle, était nécessaire pour satisfaire The Lord of Light, et c'était le seul moyen de gagner la guerre. Stannis, à ce moment, n'est plus qu'un légume qui obéit à Mélisandre au doigt et à l'œil. Hélas, elle finit par découvrir les limites de son pouvoir. Elle se rend compte qu'elle s'était trompée sur Stannis et commence un peu à perdre la foi. Mais à part cela, qui n'est pas directement lié à sa performance de manipulation, elle a fait une grave erreur. Elle n'a pas gardé les mains propres. Cendre rime avec Mélisandre. Dès que vous voyez les restes d'un immolé, la prêtresse rouge en est forcément coupable. À cause de ça, elle manque de se faire pendre lorsque Davos et Jon Snow découvrent qu'elle a fait immoler Shireen, la fille de Stannis. Une autre erreur qu'elle a commise, elle a apporté une révolution beaucoup trop importante. Dans son cas, ses pouvoirs et le fait d'avoir amadoué Stannis avec des prophéties le mettant en valeur ont joué en sa faveur. Le fait qu'elle fasse brûler les statues des 7 dieux et la nouvelle religion qu'elle imposait ne faisait pas l'unanimité. Elle a quand même failli mourir empoisonnée par le maître Cressen, qui était contre elle et sa religion depuis le début. Encore une fois, elle réside sous la protection de ses pouvoirs qui lui ont permis de boire le poison sans en mourir. There are always lessons in failures. Yes. You must be very wise by now. Au pays des manipulatrices, les Tyrell sont reines. Et pour preuve, Marguerite ne s'est pas faite toute seule. Sa finesse, elle le tient de quelqu'un et on sait bien de qui.
Olenna est la grande matriarche du clan Tyrell. Elle porte bien son titre de reine des épines et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Très habile avec les mots, elle sait comment s'en servir pour garder le dessus dans une conversation. Inutile de chercher à la déstabiliser, elle saura comment déjouer vos pièges et vous faire tomber dedans. Maître dans l'art de la répartie, ses phrases deviennent cultes tellement elles sont chargées d'humour et de pique. C'est cette audace et cette éloquence qui fait d'elle une joueuse hors pair. Un peu comme Cersei, elle se moque un peu de ce que l'on peut penser d'elle. Elle n'est pas gênée du tout qu'il soit de notoriété publique que son petit-fils soit homosexuel, même qu'elle l'avoue avec assurance et humour à base de jeux de mots déconcertants. Mais contrairement à Cersei, elle n'a pas beaucoup de choses à se reprocher. Elle sait agir dans la discrétion. Elle mènera le complot pour l'assassinat de Joffrey avec Littlefinger et personne ne le découvre. Son jeu consiste à se faire passer pour une fausse amie. Elle reproche d'ailleurs à Cersei de ne pas avoir cette même tactique que Tywin Lannister utilise très souvent, former des alliances avec ses rivaux. Son fils Mace, qui est donc le père de Margaery et Loras, conclut un partenariat avec les Lannister et Margaery est promise à Joffrey. Mais Olenna se méfie des Lannister et se renseigne sur Joffrey avant de mettre tout en œuvre pour le faire assassiner. Son but était que Margaery puisse se retrouver avec Tommen, qui est plus facile à manipuler. À un niveau de manipulation aussi élevé que celui d'Olenna, les erreurs ne sont pas nombreuses, et son plan était presque parfait. Les Lannister, Jaime plus que Cersei, bien qu'étant devenus ses ennemis, ont quand même eu du respect pour elle en lui offrant de manière douce de mourir, avec du poison. En avalant le poison, elle envoie une dernière pique à Cersei en dévoilant qu'elle était derrière la mort de son fils. Si elle s'est liguée contre les Lannister, c'est surtout parce que Cersei a froidement assassiné ses deux petits-enfants. Olenna est donc un dommage collatéral de la petite bataille qui existait entre Margaery et Cersei. Ces petits-enfants qui ont fait l'erreur de provoquer la colère de Cersei, elle s'est donc retrouvée à devoir gérer des contrariétés qui n'étaient pas du tout prévues. Elle a aussi commis la même erreur que Margaery, étant donné que leur stratégie était en réalité synchrone. Olenna menait juste l'orchestre, elle coachait Margaery en lui conseillant de jouer sur l'impression. Cette erreur, c'est d'avoir sous-estimé Cersei. Elle le confesse elle-même à Jaime Lannister au moment de sa mort. Bien qu'elle ait succombé au jeu du trône, elle est quand même morte dans la dignité et sans douleur. Dans le monde de Game of Thrones, c'est un luxe que bien peu peuvent se payer. You're a fool if you believe he's the most powerful man in Westeros. A treasonous statement. Joffrey is king. You really think a crown gives you power? Alors là, on rentre dans le top 3 des pires manipulateurs de Game of Thrones, et là, on va vraiment voir du lourd. En troisième position, donc, on a Tywin Lannister, qui est le premier homme de la liste. Tywin Lannister fait partie des plus grands personnages de la série. Entre manipulation, coups bas et supercherie, il a contribué à renforcer le côté politique qui fait le succès de l'œuvre. On lui doit le fameux Red Wedding, qui nous a tous traumatisés. Avec Tywin Lannister, tous les coups sont permis. Tous les moyens sont bons, même les plus bas. Étant très riche et possédant une grande armée au début de la série, il faisait partie des joueurs les plus avantagés. Agissant toujours par intérêt, il décortique chaque situation pour s'en tirer avec l'option qui l'arrange le plus. C'est avec maintes magouilles et stratégies politiques que Tywin a créé sa réputation et bâti sa richesse. Autrefois main du roi fou, il s'écarte de lui lorsque celui-ci tombe dans la démence. Refuse de marier son fils à Cersei et nomme Jaime à la garde royale. Tywin est allergique aux alliés qui se noient. Il préfère s'écarter pour ne pas être entraîné dans leur chute. Lorsque Robert entama sa rébellion pour faire tomber le roi fou, Tywin ne s'implique pas tout de suite. Il attendra la mort de Rhaegar Targaryen, fils du roi fou. C'était une preuve de l'affaiblissement évident des Targaryens et c'était le bon moment pour intervenir dans la guerre. Arrivé à Port-Réal pour soi-disant protéger le roi Aerys de ses ennemis, on hésite à lui ouvrir les portes au départ. Lorsque finalement on le laisse entrer, ni d'une ni deux, il décime une bonne partie de la population de la ville et tue tout le reste de la lignée des Targaryens. Tywin offre les cadavres des Targaryens à Robert en signe d'allégeance. Les deux hommes unissent leurs familles par le mariage de Robert et Cersei. Tywin passe d'un roi à son opposant grâce à son intelligence et sa fluidité politique. Une autre qualité de Tywin qui le fait obtenir tout ce qu'il veut, il sait comment vous forcer à prendre la décision qu'il attend en ne vous laissant pas le choix. Par exemple, lorsqu'il a voulu marier Cersei à Loras Tyrell, il lui fallait d'abord l'accord d'Olenna.
Seul problème, Loras est le seul héritier de la famille Tyrell, lui seul peut assurer la descendance. Une quadragénaire aigrie, incestueuse mais surtout proche de la ménopause était loin de la prétendante idéale. Olenna refuse catégoriquement. Tywin menace alors de nommer Loras à la garde royale, ce qui l'empêcherait de se marier et donc d'assurer une descendance. Olenna capitule en complimentant les qualités de manipulation de Tywin. Tywin utilise cette technique à maintes reprises. Il force Jaime notamment à reprendre son statut d'héritier en échange de la libération de Tyrion. Il oblige aussi Tyrion à quitter Shay en menaçant de la tuer sinon. Avec Tywin, vous avez toujours le choix. C'est soit la peste, soit le choléra. Quant aux alliances, il garde toujours ses rivaux au plus près et se sert d'eux pour détruire d'autres ennemis. Il se lie avec Walder Frey et Roose Bolton en leur promettant respectivement Vivsec et le titre de gouverneur du Nord. Il obtient l'assassinat de Robb Stark, sa femme et sa mère, d'une méthode très peu honorable. Avec Tywin, tous les moyens sont bons, et au diable l'honneur. Son erreur s'appelle Tyrion Lannister. En naissant, Tyrion avait non seulement une apparence difforme, mais il avait causé la mort de sa mère. À cause de cela, Tywin le déteste au plus haut point et a failli le noyer dans la mer lors de sa naissance. Tyrion est le bouc émissaire de Tywin. Tous les moyens sont bons pour le rabaisser, l'humilier ou le torturer psychologiquement. Tyrion tombe pour la première fois amoureux d'une prostituée qu'il va épouser en secret. Quand Tywin le découvre, il demande que le mariage soit rompu dans l'immédiat. Il paye ses gardes pour coucher avec la prostituée, chacun à tour de rôle sous les yeux de Tyrion qui est forcé à assister au spectacle. En alimentant en permanence cette petite bataille, Tywin commet sa plus grande erreur en faisant grandir une amertume en Tyrion qui finira par se retourner contre lui. Tywin commettait également une erreur en taclant Joffrey en permanence et en lui faisant comprendre qu'il était un piètre souverain. Tywin se comporte comme si c'était lui le roi, il prend toutes les décisions et convoque les conseils près de ses appartements et loin de ceux de Joffrey. Il fait aussi remarquer à celui-ci qu'il n'a aucune compétence en politique et qu'il devrait laisser ce travail à ceux qui savent le faire. Joffrey, qui est instable et violent, aurait pu à un moment commettre une action impulsive contre Tywin, mais ce dernier était d'un grand apport en termes de puissance militaire et politique. Joffrey avait beaucoup plus à perdre en le faisant emprisonner ou éliminer. Et puis Tywin reste tout de même son grand-père. S'il y a une chose qui garde ne serait-ce qu'un semblant d'importance aux yeux des Lannister, c'est la famille. Mais provoquer son supérieur hiérarchique, surtout si celui-ci est un monstre imprévisible, n'est jamais une très bonne idée. On va marquer une petite pause. Tous ces manipulateurs, oh là là. Franchement, si vous connaissez l'univers de Game of Thrones, je pense que vous devez bien vous douter de qui vous allez retrouver dans le top 2. Et là, vous êtes en train de vous demander qui sera en deuxième position et qui sera en première position. Parce que c'est vraiment très difficile de les départager. Mais en tout cas, il fallait bien le faire. Et on va tout de suite commencer par le deuxième plus grand manipulateur de la série de Game of Thrones, qui est... I'm not going to fight them. I'm going to fuck them. That's what I know. That's what I am. And only by admitting what we are can we get what we want. Peter Baelish, alias Littlefinger. Peter Baelish, alias Littlefinger, est un des personnages clés de l'intrigue de Game of Thrones. D'abord apparaissant comme un personnage secondaire dans les premières saisons, on découvre au fur et à mesure que la plupart des ficelles qui font interagir les familles les plus influentes sont tirées par les doigts de Littlefinger. Il intervient surtout dans les négociations d'alliance et autres tâches qu'il reçoit notamment des Lannister. Ce qui est drôle avec Littlefinger, c'est que les personnages les plus prédominants pensent se servir de lui alors qu'au-delà des apparences, c'est lui qui les manipule. C'est simple, il est au cœur de l'information. Il distille et dispatche celle-ci de manière stratégique, visant à influencer les familles à prendre certaines décisions. Knowledge is power. Il prononce cette phrase devant Cersei Lannister en lui faisant remarquer que les grandes familles l'oublient souvent. Il détient donc les cartes en main et la possibilité d'anticiper, ce qui fait de lui l'un des maîtres manipulateurs de la série. D'abord, il sait garder son sang-froid devant des personnes plus importantes que lui. Pas de crise d'orgueil comme Cersei, il se laisse parfois humilier ou rabaisser car il sait qu'il a plus à gagner en restant calme. Ensuite, sa plus grande force, c'est qu'il a su dissimuler ses vraies intentions depuis le début. Ce n'est qu'à la saison 7 qu'on découvre qu'en réalité, il ambitionnait de s'asseoir sur le trône. Franchement, qui l'eût cru?
N'ayant pas cette information, les Lannister n'ont pas eu à se méfier de lui ou le neutraliser. Gérant d'un bordel, sa seule motivation semble être l'argent, mais ce n'est qu'une illusion. Son jeu débute avec le complot qui fera mourir Jon Arryn. Le but était de monter les Stark contre les Lannister. Il a tout mis en œuvre pour que les deux familles se déchirent entre elles. Ensuite, il fait croire à Lady Stark que le poignard utilisé lors de la tentative d'assassinat de Bran Stark était en fait un poignard qui appartient aux Lannister, notamment à Tyrion. Ce jeu se poursuit jusqu'à l'exécution de Ned Stark, qui est aussi due à une machination de Peter Baelish. En effet, Ned Stark s'apprêtait à quitter Port-Réal lorsque les choses ont commencé à mal tourner. C'est Lord Baelish qui l'a retardé en l'invitant à poursuivre son enquête sur la mort de Jon Arryn. Il l'aiguille vers une piste mortifère, la vérité sur les enfants de Cersei, qui serait issue d'une relation incestueuse avec Jaime. En découvrant cela, Jon Arryn est assassiné par les Lannister, ou du moins c'est ce que Baelish pousse Ned à croire. Il garantit à Ned que ses hommes le défendraient en cas de problème, mais ce n'est bien sûr qu'un mensonge de plus. Cette technique dont il se sert pour infuser une idée à Ned Stark, il l'utilise à plusieurs reprises, notamment contre Sansa Stark. Il peut vous imposer une chose sans vous l'imposer. Il vous fait croire que vous avez tout à y gagner, fait exprès de ne pas vous forcer et enfin vous laisse le choix. Il est un maître du temps. Il plante une graine d'envie dans votre esprit et attend qu'elle germe jusqu'à devenir une obsession. Les qualités de manipulation de Littlefinger sont nombreuses. Son jeu était presque parfait. Il a pourtant commis une faute grave, il est tombé amoureux de Sansa Stark. Après tout, même la pire des raclures reste qu'un humain, et les humains éprouvent des sentiments, on n'y peut rien. Il a toujours dissimulé ses vraies intentions, pourtant il les révèle pour la première fois à Sansa avant d'essayer de l'embrasser. Son ambition était de s'asseoir sur le trône de fer avec Sansa à ses côtés. The Big Dream, le job de rêve, et la femme de rêve, que demander de plus? Seulement, Lord Baelish a un peu sous-estimé Sansa, et on ne peut que le comprendre. Il l'a connue faible et insignifiante, alors qu'entourée de lions sauvages, sa seule préoccupation était de rester en vie. Ça saute aux yeux. Dans la saison 7 pourtant, Sansa a mûri et beaucoup appris de ses persécuteurs. Grâce à ça, elle déjoue Littlefinger, qui est pris à son propre piège. C'est l'arroseur arrosé. Un autre défaut de Baelish, c'est qu'il n'a pas assez protégé sa réputation. Après avoir trahi Ned, tout le monde savait qu'il n'était pas fiable. Il possède un bordel, proxénète n'est pas le métier le plus noble qui soit, et il fait parfois échapper quelques bribes de son vrai visage de manipulateur, notamment devant des personnages moins influents comme Varys ou Sansa. Sauf que dans le cas de Sansa, ceci va se retourner contre lui. Quand il l'a connue, elle était démunie et vulnérable, mais elle est devenue Lady de Winterfell lorsqu'elle le fait tuer en connaissant son vrai visage. You might be disappointed in the results. The storms come and go. The big fish eat the little fish, and I keep on paddling. Vous l'auriez donc normalement deviné, la première place est réservée à Varys, Lord Varys. Entre Littlefinger et Lord Varys, la frontière est vraiment très mince. Les deux personnages ont certes des objectifs et des méthodes différentes, mais leurs pouvoirs de manipulation sont les deux plus immenses de la série. C'est même assez difficile de les départager. Seulement, avec Varys, on a l'impression que c'est naturel en lui, là où Littlefinger façonne son personnage avec soin. Contrairement à Littlefinger, Varys utilise des méthodes bien moins radicales et bien moins brutales. De ce qu'on sait à l'heure, Varys ne serait en fait qu'un serviteur du peuple qui a pour obsession d'avoir la bonne personne à la bonne place et au bon moment. Ce qui lui a poussé à comploter dès le début avec Illyrio pour faire en sorte qu'un Targaryen reprenne le trône. Daenerys doit presque tout à Varys. C'est lui qui arrangera le mariage avec Khal Drogo et il contribuera à faire recevoir à Daenerys les fameux œufs de dragon. Mais d'abord, il est nécessaire de connaître le passé de Varys pour mieux comprendre ses ambitions encore floues. Varys faisait partie d'une troupe de comédiens jusqu'au jour où il est vendu à un magicien. Ce dernier va lui couper ses... vous m'avez compris, avant de les jeter dans un feu. Une voix se prononce alors dans ce feu qui vire au bleu. Mais Varys, terrifié par cette voix, ne comprit pas le message qui était d'une langue étrangère. À la suite de ça,
Il a eu une vie compliquée, où il volait pour survivre, jusqu'à ce qu'il se retrouve finalement dans les hautes sphères avec un grand réseau d'informateurs. L'information, c'est l'arme capitale du jeu de Varys, et c'est ce qui lui permet d'avoir toujours plusieurs coups d'avance. Il fera partie du conseil du roi fou, et d'à peu près tous les rois qui vont suivre, ceux que vous connaissez et ceux qui se sont succédés depuis le début de la série. Un mystère voile le personnage de Varys. Que veut-il réellement? Qui est-il réellement? En cachant ses vraies ambitions, il n'attire pas la méfiance comme l'a pu réussir Littlefinger. Il le fait toutefois mieux que Littlefinger car il utilise des méthodes plus silencieuses et discrètes et protège bec et ongle sa réputation. Là où Littlefinger n'hésite pas parfois à s'abaisser à des entreprises immorales, Varys reste toujours royal dans sa conduite. Remarquez qu'on le nomme souvent Lord Varys alors qu'il n'est véritablement pas un noble. Oberyn le lui fera d'ailleurs remarquer lors d'une discussion. A nobleman, no one is under obligation to call me lord. And yet everyone does. Varys est LE maître du temps. Bien plus patient que Littlefinger, Varys ne force pas les situations et n'use pas de méthodes aussi directes que Littlefinger, comme l'empoisonnement d'un roi ou d'une personne influente. Varys, qui est surnommé l'araignée, porte bien son surnom. Telle une araignée, il tisse sa toile avec parcimonie, un fil après un autre. Chaque petit coup s'inscrit dans un plan plus grand. Varys n'a qu'un seul but et concentre toutes ses forces sur ce même but. Quel est ce but? Nous le saurons probablement dans la dernière saison. Eh ben non, on ne le saura pas. Il envoie un espion Jorah Mormont aux côtés de Daenerys pour la surveiller. Il mettra également tout en œuvre pour que Tyrion rejoigne Daenerys. Varys est le maître des informations. Il connaît donc une chose que l'on ignore, une chose capitale. Cette chose viendra mettre une lumière sur ses agissements et vraies motivations. Eh ben non, on ne le saura pas. Varys est presque trop parfait. Dans la saison 6, Daenerys le met en garde contre l'attitude de ce dernier à passer d'un roi à un autre et à manigancer pour faire tomber un roi qui ne lui plaît pas. L'une des rares faiblesses de Varys, à côté de sembler trop parfait, est qu'il a très peu recours à des méthodes efficaces. Sur le court ou moyen terme contre les personnes qui le gênent. Contrairement à Littlefinger qui n'est pas à un poison près, Varys ne s'aventure jamais à tuer un personnage qui le dérange. Il complote derrière son dos mais n'entreprend jamais d'action directe contre lui. Ce manque d'audace de sa part fait que son plan se repose beaucoup sur des variables aléatoires et que les choses peuvent être chamboulées d'un instant à un autre. Mais ce qui est bien avec Varys, c'est qu'il sait tourner à son avantage des rebondissements qu'il n'avait pas prévus. Par exemple, lorsque Joffrey meurt d'un complot entre Littlefinger et Olenna Tyrell, Tyrion est accusé et un procès lui est dédié. Souvenez-vous que Varys témoigne contre lui avant d'aider finalement à le faire libérer. Varys savait que Tyrion se sentait confortable avec sa position de pouvoir à Port-Réal. Il avait donc besoin que celui-ci ait une raison de s'exiler pour qu'il puisse l'envoyer auprès de Daenerys. Mais ceci n'est qu'une supposition de ma part. Souvenez-vous également que Varys avait offert une somme à Shae pour qu'elle quitte Tyrion et se fasse une nouvelle vie ailleurs. Varys a toujours su protéger ses atouts malgré les intempéries. The storms come and go. The big fish eat the little fish, and I keep on paddling. Une phrase de lui qui m'a marqué. Il a traversé beaucoup d'époques, mais sa patience, sa prudence et sa sagesse ont fait qu'il a su survivre. Dans Game of Thrones, survivre est un exploit, surtout pour un personnage comme Varys qui interagit avec les plus grands. Il passe donc devant la course contre son fameux rival Lord Baelish, qui ne fait désormais plus partie du tableau. Mais pourtant, il y a de fortes chances qu'il meure dans la saison 8, d'après Mélisandre. Va-t-il commettre une erreur? Va-t-il trahir Daenerys? On le saura. Patience. Ah, je suis obligé de faire une pause. Je suis en train de lire ce script écrit en 2018, mais ça me fait rire de voir que mes prophéties se sont bel et bien réalisées. En conclusion, je vous mets une vidéo d'une discussion entre Varys et Littlefinger. Cette scène est l'une des plus importantes. Elle prouve que ces deux personnages sont les deux maîtres manipulateurs qui contrôlent l'échiquier. Les autres ne sont que des pions contrôlés par ces deux. Cette scène met aussi un accent sur leurs motivations différentes. I did what I did for the good of the realm. The realm. Do you know what the realm is? It's the 1,000 blades of Aegon's enemies. A story we agree to tell each other over and over till we forget that it's a lie.
But what do we have left once we abandon the lie? Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. On arrive à la fin de cette longue vidéo. Si vous avez tenu jusqu'ici, vous méritez une tape sur l'épaule et un grand merci. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos à venir et n'oubliez pas de liker cette vidéo qui m'a vraiment pris beaucoup de temps et d'efforts à préparer. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt. Os.